ma vision des choses, c'est effectivement de créer des passerelles entre, toutes les activités auxquelles je consacre du temps pour, gagner du temps, mais aussi parce qu'il y a une notion réelle de solidarité. C'est-à-dire que je vais rencontrer des acteurs sur une activité, tout de suite je fais du lien avec, un autre projet, sur lequel je réfléchis ou dans lequel, je suis embarquée et je me dis: «Tiens, ça pourrait aider». Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Des modes d'action pour l'écologie, il y en a plein. Et sur ce podcast, on parle principalement de ce qui se passe au travail quand on est salarié. Mais la vraie vie, c'est pas aussi cadré. Et d'ailleurs, j'avais jamais encore abordé le sujet des slasheurs, ces personnes qui ne se contentent pas d'un seul statut professionnel, mais qui ont plusieurs activités. Et ces activités, d'ailleurs, elles peuvent être professionnelles, mais aussi entrepreneuriales, associatives ou personnelles. Candice, elle coche toutes ces cases. Et vous verrez, c'est assez impressionnant. On se demande vraiment combien de vie elle a pour faire tout ce qu'elle fait. Et on va lui poser la question tout de suite. C'est parti! Bonjour Candice, bienvenue dans le podcast. Bonjour Cassandre, merci pour l'invitation. Rebonjour en fait, parce que tu avais déjà témoigné dans l'épisode sur le composteur en entreprise. Tu nous avais raconté ce que vous aviez mis en place. C'était l'épisode numéro 15, si vous voulez aller voir. Mais bon, clairement, le composteur, c'était tellement rien à côté de tout ce que tu fais à côté. Et donc voilà, il fallait absolument qu'on consacre un épisode entier d'écolo au boulot pour parler de ton profil multicasquette. Alors, on se définit pas que par le travail et c'était difficile de commencer cette interview d'ailleurs, au vu de toutes tes activités. Donc, ce que je propose, c'est que tu te présentes rapidement sans parler de tes activités professionnelles. OK, bien sûr, donc j'ai 35 ans. Je suis née en France, mais je suis d'origine 100 malgache. Je le dis parce que ça fait partie, des choses importantes pour moi. Je suis une ancienne citadine et aujourd'hui j'habite plutôt en zone rurale, sur le territoire du Dauphiné, entre Lyon, Grenoble et Chambéry, du côté de la Tour du Pin. Je suis en couple depuis 14 ans et je n'ai pas d'enfant par choix écologique. J'adore manger, j'aime passer du temps dans la nature, me promener, randonner en été et particulièrement en ce moment, le ski de fond. J'aime aussi bouquiner, écouter des podcasts comme celui d'Écolo au boulot, le tien Cassandre, et beaucoup de musique. Et puis côté personnalité, je suis plutôt une personne très indépendante, très tournée vers les autres, tout ce qui est entraide par exemple. Et quand je fais les choses, je les fais vraiment à fond. Voilà ma petite présentation. Une super présentation, top. Et ben, écoute, maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, je propose qu'on contextualise un petit peu le début de ta carrière professionnelle. Ça nous permettra de rentrer dans le sujet. Est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as fait? Quel était ton premier poste? En quelle année c'était? Voilà, à peu près pour qu'on se situe. Tu nous diras si, à ce moment-là, l'écologie, le développement durable, ça faisait partie de ta vie ou pas? Moi, je suis curieuse de savoir, quand est-ce que tu as eu peut-être ce qu'on appelle le déclic écologique? À quel moment c'est arrivé dans ta vie? Alors, j'ai fait des études, 100 en communication des organisations. C'est un choix pour moi puisque, en fait, quand je me suis posé la question de ce que je voulais faire comme études, au moment, des choix post-bac. À l'époque, c'était en 2005, j'aimais lire, j'aimais écrire, j'aime beaucoup organiser, j'aime beaucoup parler, rencontrer des gens, j'aime beaucoup l'art et donc le choix de la communication s'est très vite, présenté. Donc j'ai fait, 3 ans dans la communication des organisations et puis, de la communication, visuelle et puis après ça, je me suis dit que j'allais chercher du travail, mais avant ça, je suis partie 1 an à Londres pour, l'apprentissage de la langue et puis, quand je suis revenue, je me suis installée à Annecy parce que mon conjoint, y était, installé et puis ça a été un échec, complet pour chercher du travail. Il semblait que le bac+3 ne suffise pas.
en tout cas dans ce secteur-là, et s'est posé la question de reprendre les études. Et donc j'ai repris cette fois-ci en développement commercial et international, et plus particulièrement en marketing à Annecy-le-Vieux, Université de Savoie. Et j'ai choisi un master bien spécifique pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y avait une option développement durable. Ah, Donc, on y vient. voilà, premier indice. J'ai choisi ça à l'époque plutôt par opportunité et parce que on commençait à parler du sujet de la RSE. C'était les balbutiements, c'était en 2010 de mémoire. Pour moi, c'était une manière d'ajouter une corde à mon arc sur mon CV, donc c'était vraiment par opportunité. Et puis la deuxième raison, c'est parce que la deuxième année de master se faisait en alternance, qui permettait d'avoir un pied dans l'entreprise beaucoup plus rapidement tout en étant étudiante. En avançant dans le temps, j'ai fait mon petit bout de chemin jusqu'à arriver au poste que j'occupe aujourd'hui, où j'ai la chance d'occuper un poste de chargé de communication dans une structure. Et c'est la première structure où vraiment je me suis sentie en adéquation avec mes valeurs, notamment liées à tout ce qui est transition environnementale, mais aussi humaine. En tout cas, ces deux points-là, tout a été coché. Voilà. Mmh. Est-ce que tu penses que ton master avec, cette spécificité développement durable, ça t'a, donné envie de choisir des entreprises, plutôt engagées ou finalement c'était une envie qui était déjà là? Alors, effectivement, hein, au fur et à mesure du temps, ce questionnement a pris de la place. Quand tu commences, quand tu es étudiant, tu cherches ton premier job ou ton second job, tu fais avec l'état du marché. Mais déjà, sur le deuxième poste que j'ai occupé, avant celui que j'occupe, actuellement, je m'étais dit que je chercherais de toute façon une entreprise avec une visée, contributive à la société. Donc j'ai travaillé pour une association, hein, en fait, si je vais plus loin dans la réflexion vis-à-vis de ta question, ce qui s'est passé, c'est que, au fur et à mesure, j'ai dû me renseigner sur ces entreprises quand j'ai cherché mes différents postes. Donc j'étais forcément baignée, dans une veille informationnelle liée à tous les sujets sous-jacents justement à l'urgence, écologique, si j'ose dire. Et en plus, j'avais fait mon mémoire de master sur les critères importants, pour implanter correctement, ou en tout cas du mieux possible, une politique RSE, en entreprise ou dans les organisations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon engagement, il est devenu de plus en plus fort. Donc oui, effectivement, ça m'a orientée aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en fait, à chaque niveau, à chaque changement d'entreprise, en fait, je vais un peu plus loin dans la cohérence avec mes convictions et mes valeurs. Mmh. À chaque fois, tu dis que tu vas un peu plus loin en termes de cohérence. Est-ce que c'est parce que petit à petit, tu as suffisamment d'expérience en communication et sur ces sujets pour viser ce type de poste? Ou est-ce que c'est que tes envies, elles sont devenues de plus en plus fortes au fur et à mesure? Mes envies sont devenues de plus en plus fortes au fur et à mesure. Et puis en échangeant, on échangeant, on évolue. Mes compétences en communication, je peux les mettre au bénéfice de tout type d'entreprise. En revanche, mon engagement, lui, il a été mouvant, mais toujours en augmentation. Et du coup, bah, il y a des moments et c'est pour ça que je changeais aussi de poste, c'est que ces engagements et ces convictions devenaient tellement fortes qu'il fallait un réalignement. Au départ, j'étais alignée et puis ensuite, il fallait opérer un réalignement, à nouveau. C'est vraiment un cheminement, pas à pas, en fait, qui m'a amenée jusque là où je suis, Mmh. aujourd'hui. OK. Et alors sur ce poste, tu t'es formé en parallèle pour être un peu, entrepreneur, intrapreneur plutôt, on va dire, pour apporter, plus de RSE à une structure qui était déjà engagée. Ça s'est passé comment? J'ai eu l'opportunité d'être recrutée, par cette structure. J'avais pas postulé, on est venu me chercher, par, cooptation. Et je me suis dit, quand j'ai passé l'entretien, que déjà d'un point de vue humain, le feeling est vraiment passé. Et quand ils m'ont expliqué, donc c'est une structure qui est dans le milieu du bâtiment, dans l'architecture et l'urbanisme, et quand ils m'ont expliqué leur vision du métier, ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit: «C'est pour cette entreprise que j'ai envie de travailler». Et donc
lorsque je suis arrivée, sur mon poste, j'ai senti qu'il y avait, l'opportunité et la possibilité de mettre en place des actions écolo en toute autonomie et donc je me suis lancée. Alors là, le risque, c'était de c'était de partir dans tous les sens parce que tu as la possibilité de faire un peu ce que tu as envie. En plus, c'est des choses que tu apprécies et donc oui, il a fallu structurer, en fait, cette démarche et donc, tu parlais de se former. Effectivement, j'ai fait 2 choses. La première, c'est qu'en fait, pour, éviter de partir dans tous les sens et pouvoir, m'inspirer, je suis allée assister à différentes, conférences et je me suis rapprochée de différents acteurs sur la métropole de Lyon, puisque l'entreprise est basée sur, le territoire lyonnais, comme, Mouvement de Palier, par exemple, qui accompagne, initialement les particuliers, mais ils ont développé une branche pour les entreprises sur une meilleure qualification du tri des déchets en entreprise, mais aussi surtout la réduction des déchets en entreprise, ou encore l'association Anciela qui a lancé un programme d'ambassadeurs du changement, où en fait on a accès aussi à un très grand annuaire de structures sur le territoire qui peuvent nous accompagner dans des exemples de partenariats qu'on peut mettre en place pour être un peu plus écolo au boulot ou tout simplement pour glaner des idées. Donc ça a été la première chose. Et en parallèle, en fait, au fur et à mesure que je m'acculturais à l'entreprise, j'ai découvert que l'entreprise, effectivement, était déjà engagée. Je le savais, mais je ne savais pas concrètement, au-delà des labels dont elle pouvait disposer, quelles actions elle mettait déjà en place. Donc j'ai fait une sorte de mini audit au fur et à mesure du temps, ce qui m'a permis d'identifier les gaps, si j'ose dire, ou les manquements que je pouvais remplir finalement en apportant un complément dans des éco-gestes en interne. Mmh. Ouais, donc ce que je comprends, c'est que dans un premier temps, tu as fait ce travail un peu d'observation, de connaissance des parties prenantes, du territoire, des acteurs en présence qui pouvaient t'accompagner. Tu as fait cet audit de l'entreprise pour, identifier les manques. Tu avais peut-être des acteurs à mettre, en face sur certaines actions. En fait, c'est l'entreprise qui t'a, dit que tu pouvais utiliser une partie de ton temps de travail sur ces actions-là? En fait, j'ai senti qu'il y avait des possibilités. Après, ce mini audit, j'ai, concrètement, proposé des choses. J'ai dit que j'allais assister à des conférences, ce genre de choses et là, c'était possible. On m'a clairement dit que c'était possible. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mmh. OK, et alors, quelles actions tu as pu mettre en place? Alors, la première chose, elle peut paraître, basique, mais j'invite, toutes et tous à s'intéresser à ce sujet-là. C'est tout simplement les tris des déchets des bureaux. Alors, il se trouve que tous les territoires, en général, on bénéficie d'un tri par, la métropole. Chez nous, c'est la métropole de Lyon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Mouvement de Palier, j'ai eu l'opportunité d'aller visiter une société de tri qui s'appelle Élise. Donc, c'est complètement différent du tri que peut faire la métropole de Lyon. Et on nous a expliqué concrètement quel était l'intérêt de mieux qualifier le tri en passant par ces structures qui sont en plus des ESAT, pardon, donc qui embauchent des personnes qui n'ont pas forcément des profils qu'on embaucherait de manière classique parce qu'elles présentent par exemple des handicaps. Et ça, c'est un exemple d'action concret que j'ai mis en place puisqu'on a contracté un partenariat avec Elise pour garantir un tri beaucoup plus qualitatif et précis sur nos déchets de bureau. Alors en agence d'architecture et d'urbanisme, par exemple, se pose la question du tri du papier calque. On en passe énormément. Je me suis jamais posé la question jusqu'à temps de me retrouver devant ce constat. Mais finalement, dans quelle poubelle on met le papier calque? C'est une bonne question. Effectivement, et Lise vous accompagne à travers tous ces questionnements par rapport au tri. Donc, ça va être les différents types de papier, mais ça peut être aussi finalement des choses classiques comme les ampoules, etc. Ça, c'est un exemple, la première action que j'ai mis en place. Qui a de l'impact, et en plus, pour ceux qui nous écoutent, des Elise n'existent pas qu'à Lyon, il y a plusieurs agences en France, donc il y en a peut-être une près de votre entreprise.
Ensuite, il y a des choses, on va dire un peu plus funky, si j'ose dire, que j'ai pu mettre en place, comme, des calendriers de l'avent à partir de, que j'ai fait confectionner, moi-même. Alors on gardait en fait les rondins intérieurs des papiers rouleaux de toilette et en fait, j'ai construit un calendrier de l'avent avec ça, que j'ai recouvert de craft, et à l'intérieur, je cachais des petits cadeaux comme des chocolats, des chaufferettes puisqu'on est en hiver. Donc voilà, tout a été fait maison avec que des choses, réutilisées, ou en tout cas des rebuts, qui devaient partir, à la poubelle. Trop bien, on sent ton côté créatif. Exactement, c'est vrai, et puis j'aime bien faire plaisir. Je crois que, surtout pour faire passer des messages et aider à l'évolution des comportements, on peut comprendre que c'est pas forcément, facile. Faire plaisir est un moyen de passer un message, en fait. Mmh. Concrètement, oui, oui, on parle souvent de d'alternatives désirables, ben, ton calendrier de l'avent, ça fait super envie quand tu en parles. Et il y a des retours positifs. Les collègues, confient des petits mots pour dire qu'ils sont contents. Et puis en pratico-pratique, parce que ça, c'est pour le côté fun. On a parlé du tri-papier qui est un peu plus lambda. Ça va être de remplacer aussi toute notre vaisselle au fur et à mesure par de la vaisselle en dur, et notamment pour qu'elle soit utilisée pour nos événements internes et externes, donc avec des parties prenantes extérieures. Ça peut être un budget, mais ce qui s'est passé, c'est que pour certaines choses, je suis allée m'approvisionner directement dans des associations comme Emmaüs, comme le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, non pas par manque de moyens, je pense, mais surtout aussi pour contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand, comme ce qui est de soutenir certaines associations. Voilà, donc ça, c'est des choses pratico-pratiques. Après, c'est sûr que je suis soutenue par ma direction pour la mise en place de ces éco-gestes. Et du coup, pour la gestion budgétaire, comme je suis en lien direct avec l'équipe de direction, c'est aussi plus rapide et plus simple. OK, donc voilà, c'est pas les seules choses que tu as mis en place, mais voilà, on comprend que tu as commencé à mettre plein d'actions en place vraiment, sur, vos façons de travailler, l'utilisation de vos ressources et cetera. J'ai juste une question avant de peut-être qu'on commence à parler de l'activité qui est venue ensuite. Hem, Est-ce que, c'est plutôt sur la dynamique de groupe? Heu, voilà, enfin, souvent, en tout cas, moi, dans Écolo Boulot, je présente les choses comme ça, en disant: «On commence, soi-même, par soi-même». On peut, proposer des projets collectifs, voilà, comme tu l'as fait, sur les calendriers de l'Avent, et l'idée, c'est d'emmener, ses collègues avec soi. Tu avais déjà amené la direction avec toi, tu elle était, en soutien, mais est-ce que, enfin, voilà, est-ce que tu as réussi à partager ça avec tes collègues? Je dirais, oui et non. Oui, parce qu'en fait, on va observer que c'est toujours plus facile de proposer des actions où les gens, n'ont quasiment rien à faire, voire rien à faire. Typiquement, le tri papier, j'ai aussi, cherché une solution pour, le recyclage des instruments d'écriture. Il existe des choses pour ça. Quelque part, c'est une habitude qui était déjà ancrée, puisqu'il y avait déjà le tri que tout le monde connaît, la poubelle jaune, la poubelle grise des ordures ménagères, éventuellement le verre, bien que là, nous n'en ayons pas. Finalement, on a simplement juste changé le processus pour amener à quelque chose du qualitatif. Donc finalement, le geste était déjà là et c'était relativement simple. Après, il y a des choses, par exemple, on a gardé tous les papiers d'impression ratés, puisqu'ils étaient encore utilisables d'une face, pour pouvoir écrire par exemple, ou faire des carnets de brouillon, ce que j'ai fait, des carnets de brouillon un peu qualitatifs. Et là, pour le coup, les gens les utilisent, mais c'est vrai que j'avais proposé, si les gens étaient motivés, de m'accompagner à la création de ce carnet, même si ça prend pas beaucoup de temps, il faut entre 5 et 10 minutes pour en faire un. Quand vous êtes 19 et qu'il en faut 19 fois X nombre, X fois dont ils en ont besoin, bah, ça prend plus de temps. Et là, pour diverses raisons, là, c'est plus difficile de faire passer les gens à l'action quand il y a un besoin de consacrer du temps, ce qui est aussi compréhensible parce que finalement, moi, j'ai eu cette envie de mettre en place des choses. La direction m'a soutenue dans cette approche-là, mais ça ne fait pas partie normalement des attributions dans ma fiche de poste, ce qui est le cas aussi finalement pour mes collègues. Donc, ils n'ont pas forcément le temps ou pas forcément envie de prendre ce temps-là.
Ouais, c'est vrai, des fois, il y a des projets qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins en fonction des envies des gens aussi. Oui et je rajouterais aussi, parce que c'est un point important et c'est intéressant parce que c'est aussi créer du lien avec ses collègues, c'est de s'intéresser à ce qu'aiment vos collègues dans la vie. Ça, c'est important parce que, admettons, vous avez quelqu'un qui adore jardiner, qui a l'habitude de composter, ce dont je parlais justement dans l'épisode numéro 15 d'Écolo au boulot. Ces personnes vont avoir plus de facilité à s'engager dans le processus et la gestion du compost, du seau à compost, notamment simplement le vider ou laver le seau à compost, que sur une autre action sur laquelle ils se reconnaîtraient moins parce que ça ne fait pas partie des centres d'intérêt qu'ils ont. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la recherche d'alliés qui s'installe de manière assez naturelle si vous vous intéressez à vos collègues pour savoir ce qu'ils apprécient dans la vie. Mmh. Complètement, et c'est ce qui fait que certains projets peuvent fonctionner mieux que d'autres, juste parce que, il y a des envies personnelles voilà, qui vous permettent de le réaliser. Bon, je voudrais quand même qu'on passe un peu à l'aspect, slash, un peu de tes multicasquettes de ton profil. Alors tu travailles quand même à temps complet et tu as décidé de créer une entreprise à côté. Oui et pas que, mais effectivement, j'ai créé une entreprise, fin 2020 qui s'appelle Auvrac du coin et tout simplement qui a pour objet d'installer des espaces dédiés, au vrac dans des commerces de proximité. Donc ça peut être, des magasins de producteurs en direct, ça peut être votre boulangerie du coin, votre, boucherie du coin, tout type de commerce de proximité et dans cet espace de vrac, on a la possibilité de trouver un certain nombre de produits que j'ai sélectionnés et qui sont en majorité, locaux, ou en tout cas qui restent 100 français et qui ont une distance entre le magasin, le commerce de proximité et le producteur la plus réduite possible et d'adapter en fait cette offre en fonction de la nature du commerce de proximité pour que les produits puissent être les plus complémentaires possibles. Donc ça, c'est mon activité que j'ai créée en 2020. Peut-être on en reviendra plus tard, mais il y a d'autres slash, puisqu'à côté de ça, je suis très engagée en tant que citoyenne sur des actions qui peuvent se construire sur le territoire où je vis. Donc le Dauphiné, par exemple, en ce moment, je fais partie d'un collectif citoyen pour monter aussi un festival, le tout premier autour de la transition. On monte tout de A à Z. Ça, c'est un troisième slash, mais il y en a d'autres qui vont en parallèle dans ce sens-là. Voilà, je préside aussi une association à côté. Enfin, il y a énormément Oh mais d'activités. on peut le dire, c'est une association des anciens de ton école? Exactement. Oui, c'est le réseau des anciens alumni IAE Savoie-Mont-Blanc où j'ai fait mon master justement avec cette option marketing et développement durable. Ici, c'est plus le besoin de remplir cette envie d'aider, ce côté de solidarité, de faire du lien entre les gens. On va dire que c'est plus un aspect social et d'entraide. OK, donc tu es salariée, tu es entrepreneur, tu, agis en tant que citoyenne, en tant que bénévole. Et donc c'était ma question, en introduction de cet épisode, tu as combien de vies? Eh bien, je ne sais pas. Ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question, mais comme tout le monde, je n'en ai qu'une. Mmh. D'accord. J'aurais aimé en avoir plusieurs, mais je n'en ai bien qu'une. Un retourneur de temps quelque part dans une poche? Non plus, ça aussi, ça serait super de pouvoir l'inventer et en même temps, peut-être qu'on vivrait pas les choses, autant à fond. Voilà, la question c'est bon, c'est surtout, en fait, comment est-ce que tu gères toutes ces activités-là? Honnêtement, je ne sais pas. Je cherche encore, Ça se fait tout seul. mais effectivement. Alors, en fait, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que, je fais les choses parce que j'aime les faire. La majorité du temps, je fais des choses avec le cœur et mon cœur, c'est mon moteur pour faire toutes les choses que j'ai décidé d'entreprendre et c'est mon moteur parce que en fait, il y a du sens et le sens, c'est très important. Je sais pourquoi je le fais, pour qui je le fais, comment je le fais, avec qui je le fais et où je le fais. Et ça, c'est crucial parce qu'en fait, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je défends l'idée d'être la même personne
au travail et la même personne dans ma vie privée. Ce qui fait qu'il n'y a aucune dissociation. Et en conséquence, j'ai pas besoin de dissocier non plus le temps pour pouvoir gérer mes activités en disant, par exemple, un schéma très classique que tout le monde comprendra. Du lundi au vendredi, c'est mon temps de travail et le samedi et dimanche, c'est le temps de week-end. Et puis de 9h à 18h, c'est mon temps de travail. Et puis avant 9h et après 18h, c'est mon temps personnel. Et donc le fait de faire avec le cœur, c'est qu'on a globalement la majorité du temps tellement plaisir à le faire que finalement on peut étendre le temps que l'on consacre à ces multiples activités, ce qui fait qu'en fait pour pouvoir gérer, c'était la question, je travaille, alors je fais des guillemets avec la main mais personne Il ne y a le pas voit, la vidéo pour vous. je consacre ce temps-là du lundi au dimanche avec des horaires très variables en fonction des priorités qu'il y a dans chaque activité et surtout de l'énergie dont je dispose. A contrario, il y a quand même des impondérables parce que je suis salariée, j'ai un contrat de travail qui me lie à une structure, donc j'ai des missions et il faut que ces missions soient remplies. Et là, pour le coup, il y a des horaires bien spécifiques. Et donc, pour tout ce qui touche à mes activités extra-professionnelles, j'optimise cette gestion-là sur les pauses déjeuner et en soirée, effectivement, sur les samedis et les dimanches, et si nécessaire, un peu le matin avant d'aller au travail. Euh, voilà comment je gère. La vraie question, c'est comment être efficace. Et aujourd'hui, je cherche vraiment cette réponse-là. Et j'assiste d'ailleurs à beaucoup de conférences avec des slashers. Enfin, en tout cas, quand il y a des conférences, et c'est un vrai sujet. Il n'y a pas encore assez de sujets autour de ça, mais comment être efficace, justement, à travers tout ça. Être efficace, tu parles de productivité ou d'être efficace en termes, d'impact? Je dirais, être efficace, plutôt en termes, d'impact, puisque l'idée, c'est comment tu arrives à aller à l'essentiel pour maximiser, en fait, on parle des jobs à impact, mais l'impact que tu t'es donné avec, chacune, de ces activités et pour pas perdre de temps et trop d'énergie sur certaines choses qui pourraient être, tout à fait, chronophages. Mmh. Donc c'est l'idée d'aller à l'essentiel sur chacune de tes activités pour avoir le plus d'impact possible? Exactement, c'est tout à fait ça. OK. Bah, c'est intéressant, comme sujet en effet. Alors peut-être qu'à travers ce que tu vas nous dire, on verra, un peu comment tu gères aussi comment tu sélectionnes ce qui est essentiel dans un projet ou pas. Moi, je voulais te demander aussi, qu'est-ce qui enfin, tu nous as parlé beaucoup du sens, de faire les choses avec cœur, que tu voilà, tu il y a beau j'ai l'impression que tu as beaucoup de clarté aussi quand tu choisis ces activités. Comment tu enfin, je sais pas si quel type de personne tu es. Est-ce que tu es genre tu as une idée et tu y vas à fond ou est-ce que tu as 15 idées à la seconde et quand même tu choisis? J'ai 15 idées à la seconde et il faut choisir, mais avec le temps, j'ai appris aussi que c'était quand même plus facile quand on était plusieurs. Donc, par le passé, j'avais une idée, j'y allais à fond. Aujourd'hui, je la laisse maturer et en fonction des rencontres que je fais, j'arrive à repérer encore une fois s'il y a des alliés pour pouvoir faire jouer l'intelligence collective et aussi parce que ton idée que tu as pensée toi seul dans ton coin, elle n'en sera que plus riche avec l'apport et le regard d'autres personnes. Ça, c'est hyper important en fait de parler de ses idées, de pas s'auto-juger tout de suite, mais d'en parler pour que l'idée elle grandisse en effet. Je vais te parler d'un exemple, c'est celui du festival de la transition. En fait, quand j'ai lancé Au Vrac du Coin, j'ai appris à connaître ce territoire sur lequel j'habite depuis 2019, c'est-à-dire depuis la date à laquelle j'ai aussi plus ou moins le poste. Enfin, ça faisait déjà 2 ans que j'étais à Lyon pour ce poste salarié, mais à l'époque j'habitais à Annecy, donc il a fallu se rapprocher. Donc on s'est installé en 2019 et j'ai appris à connaître ce territoire. Et je me suis dit, tiens, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de gens qui sont engagés sur des thématiques très différentes, mais vers un but commun qui est celui d'aller vers une société beaucoup plus respectueuse des gens, de la planète et un mode de vie plus sobre.
et c'est dommage parce que notre territoire, il est très grand. On peut pas, c'est difficile parfois de s'y retrouver, savoir qu'est-ce qu'on a vraiment à côté de chez soi et comment on peut faire pour, les réunir en un seul et même lieu. Et je me suis dit: «Mais ça serait super d'avoir un événement comme, celui, de Greener Good à Lyon». Et là, je me suis dit: «Ouais, mais ça, je pourrais jamais le faire toute seule, même si j'en ai envie». Surtout que j'ai beaucoup d'activités, effectivement en parallèle. Et en fait, grâce au Vrac du Coin, j'ai constitué mon réseau et au fur et à mesure, j'ai tissé des liens avec plein de personnes. Je continue à rencontrer des gens et en fait, je les embarque dans cette aventure-là et finalement, on forme un collectif de citoyens à la fin. Je peux avoir eu l'idée, mais en fait, le portage, il se fait de manière, plurielle par plusieurs, personnes. J'ai l'impression que tes projets aussi, tes activités, elles se nourrissent un petit peu les unes les autres. Enfin voilà, là, grâce à ton réseau de Aubrac du coin, il y a ce nouveau projet qui est apparu, avec un réseau commun. Les acteurs que tu as pu rencontrer sur Lyon, que tu as pu découvrir, ils c'est eux qui permettent, ben, que tu penses à créer, un festival qui t'a inspiré ce festival. Voilà, je ressens aussi que, derrière tes activités, il y a cette idée heu, de tout se nourrit, en fait, on fait plusieurs choses, mais on peut-être, c'est une hypothèse, qu'on gagne aussi du temps, parce que ce qu'on fait d'un côté, ça sert de l'autre. Totalement. On parlait d'efficacité, même si j'ai pas une réponse immédiate, ma vision des choses, c'est effectivement de créer des passerelles entre, toutes les activités auxquelles je consacre du temps, effectivement pour, gagner du temps, mais aussi parce qu'il y a une notion réelle de solidarité. C'est-à-dire que je vais rencontrer des acteurs sur une activité, tout de suite je fais du lien avec, un autre projet, sur lequel je réfléchis ou dans lequel, je suis embarquée et je me dis: «Tiens, ça pourrait aider telle personne à développer son activité». Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, on forme un on se donne des coups de main, et effectivement, c'est un gain de temps. Le maraîcher chez qui j'ai installé mon premier espace de vrac qui m'a fait, confiance, qui est le premier à m'avoir fait confiance, ça m'arrive d'aller donner un coup de main, de temps en temps pour, préparer les commandes. Alors c'était plutôt pendant le confinement, à un moment donné, aider à la vente parce qu'il manquait de bras, mais en échange, bah, des fois, j'ai aussi des coups de pouce, dans ce sens-là et c'est le cas aussi avec certains de mes fournisseurs. Dans mon activité de vrac, je récupère beaucoup de bocaux qui peuvent, être dans vos cuisines et puis, je les désinfecte et cetera pour, embocoter des produits, quand, ça doit partir en livraison, sur des grammages bien précis. Il se trouve que j'ai, un de mes fournisseurs qui, vend ses chutes de biscuits, en anti-gaspillage et qui, en fait, avait besoin de bocaux. Bingo! J'ai dit: «Bah, écoute, moi j'en ai, de toute façon, un de plus, un de moins, et voilà» et je lui fournis ses bocaux et puis en échange, ben, j'ai de l'aide, sur d'autres choses. Donc c'est aussi nourrir un système, au-delà de gain de temps, c'est aussi nourrir un système, solidaire. Mmh. Ouais, quand on parle de slash, on a l'impression que tout est bien compartimenté dans des cases, mais c'est pas ça, en fait. C'est voilà, c'est une seule personne qui a une seule vie et il y a plein de choses qui se passent avec des liens partout. Exactement, si je réfléchis un peu autour de moi, parce que je ne suis pas la seule, à être, sur ce mode de fonctionnement, du slasher ou du multivie dans une seule vie. Effectivement, comme on agit tous par envie et par, centre d'intérêt, bien spécifique, on met, du lien entre toutes nos activités. Effectivement, c'est le cas, j'ai l'impression que ça coule de source. C'est même pas quelque chose qu'on réfléchit, c'est-à-dire que ça coule de source, c'est naturel et c'est ce qui nourrit, chacune des activités et tout l'écosystème qui est autour. Ouais. Moi, j'ai l'impression qui est très personnelle, hein, que j'ai plusieurs activités parce que, je veux tellement avoir de l'impact que je me dis: «En multipliant les activités, je vais multiplier mon impact». Je sais pas si toi tu ressens la même chose? Du coup, ça m'amène à me demander, est-ce que, finalement, c'est parce qu'on n'a pas trouvé, une activité pleine et entière qui nous épanouirait? Et du coup, quelque part, alors c'est pas forcément de l'éparpillement parce qu'on l'a vu, il y a des liens, et puis ça fait sens. Mais derrière cette question d'efficacité et d'aller à l'essentiel, le fait de multiplier les activités,
je sais pas si c'est tout à fait cohérent avec, l'idée d'aller à l'essentiel. Est-ce que c'est qu'on se cherche encore ou en fait, c'est naturel d'avoir plusieurs activités? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que j'en pense, c'est, tout à fait simple. Je suis assez claire, sur ça et je sais pourquoi j'ai plusieurs activités et tu l'as mentionné, c'est parce que j'aimerais faire partie des personnes qui ont un impact, maximal, au même titre que d'autres, partout, tout le temps, auprès de tout le monde. Hem, c'est pas très c'est pas très positif ce que je vais dire, mais aujourd'hui, mon engagement, il est lié aussi à la peur, de ce qui est en train de se passer d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Hem, c'est pas nouveau, il y a beaucoup de recherches scientifiques, il y a beaucoup de podcasts d'ailleurs, beaucoup d'informations qui circulent si on prend le temps d'aller se nourrir de ça, qui informent sur, l'urgence à modifier nos modes de vie et pour ça, il faut accompagner le plus vite possible tout le monde. Pour cela, je saisis ou je crée toutes les opportunités possibles pour pouvoir porter ce message à qui veut l'entendre. Après, c'est une autre chose de pouvoir passer à l'acte, mais au moins l'entendre, pour pouvoir l'intégrer et ensuite éventuellement passer à l'action. Donc moi, j'agis à la fois dans sensibiliser, disons informer, sensibiliser, puis accompagner à l'action. C'est pour ça que j'ai plusieurs activités. C'est parce que finalement, tout ce qu'on fait, même notre vie, dans notre vie personnelle, par exemple, moi j'ai un Instagram, j'explique tous les éco-gestes que j'intègre au quotidien ou les questionnements que je me pose et je partage ça avec qui veut bien recevoir cette information. En fait, dans tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour ce but-là: informer, sensibiliser, accompagner à l'action. Mais c'est la peur et l'inquiétude qui me poussent à ça et je ne peux pas rien faire. Donc c'est comme ça que j'agis. Je comprends totalement, hein, ça fait sens et j'ai l'impression qu'on touche un truc assez important, hein. J'avais lu un livre sur l'éco-anxiété, qui disait que notamment une des façons, de d'aller mieux quelque part ou en tout cas de surmonter cette éco-anxiété, c'est d'agir en fait et que c'est dans l'action qu'on arrive à dépasser ça. Je sais pas si c'est parce qu'on se distrait de nos peurs, ou si c'est parce que justement on agit dessus. Heu, voilà, l'avenir nous dira, si, faire ça c'est sain ou pas. N'empêche que, je ressens enfin j'ai l'impression aussi que toutes les personnes qui agissent un peu, partout où elles peuvent, elles ont aussi besoin de prendre soin d'elles beaucoup. Parce que quand on donne beaucoup, il faut aussi, prendre soin de soi beaucoup. Hem, Tout à l'heure en début, d'épisode, tu as évoqué l'écologie personnelle, voilà, on avait évoqué qu'on on parlerait de ce sujet-là. Parce que toi tu l'évoques justement sur ton compte Instagram, très librement. Il y a une question d'énergie quand on a beaucoup d'activités. Alors même quand on a une seule activité, parfois ça nous claque. Mais alors quand on en a plusieurs qui nous prennent du temps, de la charge mentale, la question de prendre soin de soi, de l'équilibre, je pense que c'est vraiment vital. Toi, comment tu équilibres justement? Comment tu gères ton énergie? Alors, ça a été un apprentissage, ça l'est toujours aujourd'hui. J'ai un peu payé le prix parce que j'ai à peine 35 ans et je suis pas la seule, c'est ça qui m'inquiète aussi. J'ai fait un burn-out donc il y a 2 ans et du coup ça forcément ça pose la question de comment on prend soin de soi intérieurement pour pouvoir faire correctement les choses ou accompagner, l'atteinte de son objectif de manière la plus sereine possible sans s'en rendre malade, parce que concrètement, c'est ce qui se passe en général pour les personnes qui font des burn-out. Et donc, moi, j'appelle ça l'écologie personnelle, de prendre soin de son soin intérieur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à écouter son corps, pardon, à écouter son cœur et à écouter son énergie. Et ça veut dire aussi être capable à certains moments d'identifier les externalités négatives pour pouvoir s'en protéger et consacrer vraiment toute son énergie à ce qui nous apporte du positif.
Alors ça ressemble un peu à de la théorie, tout ce que je dis, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'en prend encore aujourd'hui. En fait, le burn-out, ce qui s'est passé c'est que j'ai tout simplement été voir une personne, hein, une psychothérapeute que je vois encore qui m'aide, sur cet aspect-là pour mieux comprendre, mon mode de fonctionnement et en fait, en parallèle, mon corps ne pouvant plus rien faire, j'ai choisi de me tourner vers, des activités douces, ce que je n'avais pas du tout l'habitude de faire parce qu'à la base, je suis plutôt une personne extrêmement, dynamique et je vais plutôt être, dans des activités, physiques, très énergiques et cetera pour me libérer de certaines tensions et j'ai découvert, le yoga, j'ai découvert la méditation. C'est les seules choses que je pouvais faire suite au burn-out. Physiquement, je ne pouvais rien faire d'autre et en fait, aujourd'hui, c'est des habitudes que j'ai gardées. S'il y a bien une chose que je ne manque pas dans la semaine, c'est mon cours de yoga, clairement. Et puis là, en ce moment, au moment où je te parle, en fait, c'est une période où je suis très active et il se trouve que j'ai encore quelques séquelles du burn-out qui revient. Et donc, je médite pour pouvoir apaiser ça concrètement, parce que je sais que quand je ne fais pas ça, je fais mal les choses et puis du coup, je suis mal tournée vers les gens. Ça s'exprime mal d'un point de vue, comment dirais-je, au niveau de la parole, mais aussi quand on voit le résultat après coup de ce qu'on a fait pendant ces périodes-là, ça manque de cohérence parce qu'on n'est pas aligné avec soi-même. Donc en fait, c'est prendre du temps pour soi, un temps calme, quitte à devoir tout arrêter. Et concrètement, c'est ce qui se passe. Maintenant, je souhaite à personne, mais il se trouve que moi, j'ai maintenant des alertes. Mon corps, quand il peut plus, il peut plus. Mais l'alerte, elle arrive beaucoup plus tôt que par le passé. Il faut très peu de temps. En tout cas, tu sais la repérer. Je sais la repérer et je sais que je dois m'arrêter immédiatement. Je peux plus forcer, donc je m'arrête et j'arrête. Je vais me promener, je sais qu'il faut un temps de recentrage et passer par la nature. J'ai découvert aussi, mais avec le covid, ça a été compliqué, les retraites, silencieuses de 1 ou 2 journées. Il y a pas besoin que ça soit très long. Alors ça paraît fou, au départ. Moi-même, je ne pensais pas, tu m'aurais dit il y a 5 ans, que j'allais faire ça, Tu mais vas en pas fait, parler ça pendant fait 2 jours? Quoi? c'est exactement ça et en fait, ça fait un bien fou. Ça fait vraiment un bien fou. On n'est pas forcément dans la réflexion. On est juste avec, soi-même, sans externalités, qui viennent, nous, perturber, sur un temps donné et c'est comme ça, je m'arrête, je fais et ensuite, je refais le plein d'énergie et c'est reparti. En général, il faut peu de temps, mais en fait, c'est fou par rapport au temps que tu aurais pu perdre à essayer de lutter et de faire les choses pour arriver à un résultat médiocre par rapport au fait de s'arrêter et de reprendre cette énergie, redémarrer et d'aller plus rapidement et du coup à l'essentiel, au but que tu veux atteindre. En tout cas, merci pour tes partages sur, comment tu prends soin de ton écologie, enfin de voilà, comment tu mets en œuvre, l'écologie personnelle. Heu, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde pas trop dans ce podcast, mais qui est très important quand on met en place des projets, quand on prend, la main aussi, qu'on se met en avant, qu'on sort de sa zone de confort. Ça prend de l'énergie et il faut aussi, voilà, prendre le temps de se recharger en énergie. Donc ouais, hyper important. Merci, pour ce partage. Et est-ce que parfois, ton énergie, elle te dit, «Ce projet-là oui, ce projet-là non» ou c'est tout ou rien? C'est vraiment alors il y a plusieurs critères, pour, un choix de projet. Est-ce que ça parle à mon cœur? Déjà, encore une fois, je le dis souvent dans cette interview, mais parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui guide. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le côté pragmatique ou intellectuel des choses. Ça va être aussi, les rencontres, c'est-à-dire que si, à un moment donné, on me sollicite pour quelque chose, il faut absolument que je sois en confiance, totale avec, cette personne et qu'on partage, les mêmes valeurs. C'est ce qui va garantir aussi la qualité de la relation et la qualité, du projet
Et puis, il y a une dernière chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a pas de tout blanc ou tout noir. Je suis assez convaincue qu'on peut réaliser tous les projets. Il faut juste accepter que, il y ait une dimension de temps, plus lente, en fait, enfin un temps plus lent. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des projets, je sais que j'ai envie de les faire, mais ils restent dans un coin de ma tête et en fait, ils se construisent petit à petit. C'est pas que je fais rien dessus, c'est simplement que j'y réfléchis, que je croise des gens et au moment où je sens que finalement, les pièces du puzzle, c'est vraiment de l'intuition, sont alignées et qu'il y a suffisamment de ressources, notamment humaines, et de connaissances, on peut lancer, ce projet-là. Donc aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je refuse un projet, c'est parce que c'est pas aligné avec mes convictions et mes valeurs. Honnêtement, c'est uniquement ce critère-là. Après, tout, je prends le temps. Enfin, c'est pas immédiat pour tous les projets. C'est, tu prends le temps. Ouais. Des fois, je me répète, «Oui, on peut tout faire, mais pas en même temps». Exactement, c'est totalement ça. Et ça me faisait penser. Ça m'a beaucoup interrogée avant de t'avoir pour ce podcast. Finalement, je me suis aperçue que il y a deux scénarios. Il y a tes multiples activités, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fois, la charge liée à chacune de ces activités, elle est différente. Ce qui fait que tu peux prioriser, tu peux mettre ton énergie sur une activité plus qu'une autre, puisque la charge est plus importante sur l'une que sur l'autre. En revanche, il y a des moments où ce qui se passe, c'est que toutes les activités, ça arrive, quand même, de temps en temps, la charge est maximale au même moment et là, il faut, être capable d'être à l'aise et j'ai mis du temps aussi à travailler là-dessus, mais c'est du travail de l'ordre, intérieur, c'est du lâcher prise sur certaines choses, à réussir à, être à l'aise avec les reports d'échéances, par exemple. C'est encore une fois la notion du temps et de la lenteur des choses, mais pour mieux les faire. Et c'est là où travailler avec des personnes avec lesquelles on est en phase et en adéquation, c'est important parce qu'en fait, on arrive beaucoup plus facilement à se comprendre et on accepte plus facilement qu'il y ait des reports de charges ultérieurs. J'ai bien conscience que quand on est salarié, c'est très différent, mais sur les activités extra-professionnelles, moi, c'est comme ça que je gère. Et globalement, comme je suis plutôt bien entourée, ça se fait naturellement. On comprend l'investissement de tout le monde. On sait qu'on va vers le même but et on sait que de temps en temps, il faut aussi prendre soin de soi et on se le dit de façon honnête, sincère et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Voilà, c'est de l'écologie intérieure, de l'écologie personnelle. Ouais. Ouais, donc finalement la priorisation, elle se fait aussi comme ça, quelque part. OK. Écoute, on arrive un peu au bout du temps. Je savais, hein, que on aurait Que ça serait trop court? oui, 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 c'était sûr. Mais, est-ce que, par dans les parce que du coup, j'ai pas abordé toutes les questions, qui étaient prévues. Est-ce qu'il y a des choses que toi tu avais, peut-être préparées ou réfléchies dont on n'a pas parlé et qui te semblent importantes? Oui, tu m'avais, envoyé, une trame de questions, ce qui m'a permis de mieux préparer cet entretien et ta dernière question était très intéressante et elle m'a donné du grain à moudre donc La question un peu signature, c'est le conseil. La dernière question souvent, c'est quel exactement. conseil vous donneriez? Et la question de Cassandre était, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut être écolo au boulot et se questionne entre monter son entreprise ou s'impliquer au travail? Et je pense que cette, question, elle est importante parce que je me la suis posée, à un moment donné. J'ai pas réussi à faire, de choix, c'est pour Du ça coup, tu as que fait pour les 2? l'instant voilà. Je pense que je ne suis pas la seule à me poser cette question et je croise beaucoup de profils, qui sont aussi dans ces réflexions-là. J'ai juste une chose à dire, c'est que si le sujet de la transition, de manière globale, est important pour vous, il faut faire un peu des 2, mais sans parler forcément de monter son entreprise. C'est qu'en complément de votre activité salariale, par exemple, vous pouvez avoir une activité simplement extra, professionnelle. C'est d'autant plus important parce qu'en fait,
quand on travaille pour des organisations, parfois la façon dont les entreprises ou les organisations sont structurées, le niveau d'impact peut être beaucoup plus long. Le retour sur impact peut être beaucoup plus long parce qu'il y a la structure hiérarchique, enfin organisationnelle. On est plusieurs personnalités qui formons une entreprise et ça peut être beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec des activités extra-professionnelles ou des activités secondaires, c'est un moyen d'avoir un impact peut-être beaucoup plus rapide et surtout d'être entouré des gens qui ont un niveau d'engagement qui est similaire au nôtre ou beaucoup plus important. Et ça nous rebooste en énergie, ça nous rebooste en inspiration et c'est ce qui va nous permettre aussi d'être plus écolo au boulot sur sa partie salariés. Et en fait, je trouve qu'il y a une vraie complémentarité entre avoir un travail salarié et monter son entreprise ou bien, enfin en tout cas son entreprise ou une organisation, une activité quelconque, ou avoir une activité extra-professionnelle. Voilà. Et puis si pour vous, c'est trop lent dans votre structure, il reste une dernière solution, c'est tout simplement de changer de travail, ce qui est moins évident pour pouvoir essayer de toucher une plénitude profonde par rapport à qui vous êtes, où vous voulez aller et à ce à quoi vous voulez contribuer. Voilà. Ouais, merci. C'est vrai que c'était une question que je n'avais pas posée, mais qui se pose souvent entre est-ce que je reste ou est-ce que je pars. La première réponse, c'est pas forcément que c'est noir ou blanc. C'est pas rester ou partir. On peut rester et faire autre chose. On peut aussi changer et faire autre chose, ou on peut juste faire autre chose. Mais c'est vrai que finalement, avoir plusieurs activités, ça permet aussi de tester et voilà, de voir ce qui nous plaît le plus. C'est exactement ça. Et dans mon cas en particulier, aujourd'hui, je suis assez claire, c'est ce que je disais ce que je partageais avec toi dans cette interview, c'est que pour moi, l'important, c'est de partager partout auprès de tout le monde. Donc finalement, c'est aussi pour ça que je n'ai pas choisi et je ne suis pas encore prête à lâcher le salariat. Pas du tout, parce que c'est aussi un moyen de participer à rendre les entreprises plus écolo au boulot et les salariés qui y sont également. Complètement. Eh ben, écoute, c'est un super mot de la fin. Je dirais pas mieux. Merci beaucoup Super. pour cet échange, pour tout ce partage. Bon courage dans toutes ces activités. Continue à prendre bien soin de toi. Et puis, Merci. si les personnes veulent en savoir plus sur toi, si elles veulent te suivre, ou comment on peut trouver ton profil quelque part et suivre tes aventures. Alors j'imagine que tu pourras mettre le lien sûrement sur ton blog avec le podcast. Je te dis ça parce qu'en fait, mon nom de famille c'est Raoelisson, donc c'est peut-être pas aussi naturel de l'écrire comme ça. Du coup, vous pouvez me retrouver bien sûr sur LinkedIn où je suis très très active sur tous les pans de ma vie et en particulier sur tout ce qui est éco-gestes du quotidien. C'est Candice officiel Green sur Instagram. Ok, ben ouais, je mettrai les liens dans la description de cet épisode et sur le blog. Comme ça, on est sûr de pouvoir te retrouver. Bon, bah top. Merci et à bientôt. Merci à toi, Cassandre. Et voilà pour cet épisode sur le fait de slasher entre plusieurs activités pour l'environnement. Ça vous paraît peut-être beaucoup, mais comme vous l'avez vu, Candice a construit ce profil multicasquette pas à pas. Ça vous montre aussi que les façons d'agir sont multiples et peuvent évoluer dans le temps. J'espère que cet épisode vous aura inspiré, peut-être ouvert de nouveaux horizons, motivé à agir là où vous êtes et là où vous voulez aller. N'hésitez pas à commenter ou noter cet épisode pour donner votre avis et on se retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!